Le postulat de base, c'était de dire que chez Nikon, la lumière, c'est un petit peu l'expertise, c'est ce qui va derrière. Nikon est fabricant de verre et sur l'ensemble de la chaîne graphique-image, on est quand même en amont, c'est Nikon en fait qui fournit des outils de captation qui vont là-dessus, avec tout ce virage de la lumière. Premier postulat de base. Et le deuxième postulat de base, pour les Japonais, c'était comment faire encore mieux qu'aujourd'hui, comment être prêt pour la photographie de demain. Et ça, c'était relativement crucial parce que j'ai connu cette évolution du numérique et toute l'évolution du numérique a consisté à faire dans un premier temps aussi bien que l'argentique, après mieux, mais toujours avec des appareils photo qui ont un petit peu les mêmes concepts, etc. On intervenait de la même façon et c'est vrai que c'est très rassurant de continuer à travailler de la même façon. Puis là, il y a quand même une fracture, il y a le numérique qui arrive, il y a la reconnaissance, il y a l'intelligence artificielle, etc. Donc à un moment donné, il faut se dire, halte là, stop, aujourd'hui, est-ce qu'on peut essayer d'anticiper ce que seront les boîtiers de demain? Est-ce qu'on peut se donner en fait toutes les clés pour lancer un nouveau système? Donc là, on est un petit peu dans la même phase de réflexion que pouvaient avoir les Japonais dans les années 50 en se disant il y a les Nikon S, il y a les Leica de l'autre côté, c'est un petit peu les mêmes formes, et puis on va inventer le Nikon F, et puis il va nous durer 20, 30, 40 ans derrière en évolution. Mais là, c'est un petit peu la même chose, c'est qu'est-ce qu'on met dans les boîtiers de demain pour faire en sorte qu'un maximum de personnes adhèrent et qu'ils soient complètement complémentaires au smartphone, dans la fabrication d'images, dans le partage. C'est la grosse question. Et donc là, on aura quelques réponses techniques qui interviendront. En fait, il y a 2-3 types de réponses. Il y aura une première où tout le monde focalise, c'est des hybrides, c'est la visée. Mais moi, je veux surtout vous prouver que la première grosse révolution qui est en fait à cette entrée de lumière dans le capteur, puisque l'expertise c'est la lumière, et plus on a de lumière qui rentre dans un capteur, plus on aura de possibilités d'écriture, certes en haute et basse lumière, mais plus de possibilités d'écriture rendues des différentes valeurs, plus de possibilités d'écriture dans les rapports net, flou, etc. Donc avoir un maximum de captation de la lumière, c'était tout le postulat de base. Et donc pour arriver à ce postulat, certes on a sorti le concept des hybrides, mais pas que. La première chose, ça va être une nouvelle monture et c'est réellement la clé de ces produits-là. Si on a acquis la monture, déjà on y voit plus clair. Dans cette nouvelle monture, en fait, parce que le but du jeu, c'est de complètement remplacer l'ancienne, mais surtout d'être communicant. Dans cette monture, en fait, elle va communiquer énormément à travers l'optique, à travers tout un tas de contacteurs. Donc ces contacteurs, on les avait sur les anciens systèmes, forcément, ils sont arrivés. Là, on va garder en tête qu'ils sont plus nombreux et qui fonctionnent des contacteurs, c'est entre 10 et 100 fois plus rapide. Donc là, déjà on anticipe. À date, aujourd'hui, les optiques ne sont pas capables de recevoir toutes les informations, mais c'est ce qui change tout dans le concept. J'entends par là, il y a des choses simples. À un moment donné, quand on va parler d'autofocus en vidéo, que l'on va se rendre compte que l'on peut paramétrer la vitesse de déplacement de l'autofocus, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des transmissions de signaux pour faire en sorte d'aller plus ou moins vite. Ça passe par là. À un moment donné, il y a de la correction de distorsion, il y a de la correction de forme qui se fait à la volée. Ce qui veut dire que le boîtier, pour corriger l'image, il a besoin d'avoir un maximum de caractéristiques de l'optique, les focales, etc., comment il se comporte. Donc il y a énormément de communications aujourd'hui qui se font entre le boîtier et l'optique. Ça va arriver également pour de la détection d'autofocus. Donc très important, cette quantité de collimateurs. Et puis la deuxième chose qui va être importante, c'est la taille de cette baïonnette, où là j'ai mis à peu près à l'échelle, j'espère, ouais ça le fait à peu près, la taille de la baïonnette, en fait elle est juste immense. Elle est juste immense et l'intérêt d'avoir une baïonnette immense, c'est bien évidemment de laisser passer un maximum de lumière derrière. On va le voir plus loin, ça aura des conséquences notamment sur les ouvertures. Puis la deuxième chose, c'est d'avoir un tirage mécanique plus petit. On y va, on y arrive. Donc la recette de la qualité, c'est ce diamètre, 55 mm de diamètre, et bien évidemment un capteur plein format. Ça a été le choix de Nikon, ce capteur plein format, puisqu'on s'est posé la question de savoir comment travailler ces premiers boîtiers. Et c'est vrai que c'est des boîtiers professionnels et qu'une écriture professionnelle avec un capteur grand format, ça veut dire une écriture dans le net flou qui est relativement importante et chacun un petit peu s'y retrouve. J'ai une petite question, Roland. Est-ce que tu peux définir, parce que tu utilises beaucoup le terme écriture, qu'est-ce que tu entends par là? L'écriture d'un objectif ou l'écriture? Le rendu. On peut avoir une écriture smartphone. C'est vrai que tout est net, c'est vachement bien, les couleurs éclatent. Maintenant, quand on a une écriture photo, on souhaite plutôt avoir des images peut-être plus douces, plus dures. On souhaite avoir des rapports net flous plus importants. On souhaite avoir ou non des explosions des hautes et des basses lumières. Quand vous faites une vue d'ensemble de nuit,
comment se comportent tous les points lumineux, est-ce qu'ils bavent, est-ce qu'ils sont nets, etc. Donc j'entends par écriture un petit peu toute la façon dont l'optique va créer cette image-là. Donc c'est un petit peu ça qui va derrière. Sur un plan photo, et puis bien évidemment sur un plan vidéo, où on va avoir des régularités. Donc voilà, donc capteur plein format obligatoire. Et puis la deuxième chose en fait qui s'opère, c'est qu'on a souhaité avoir également un tirage mécanique très très faible. Donc ce tirage mécanique, en fait, c'est la distance qu'il y a entre la baïonnette et le capteur, qui était relativement importante dans les réflexes classiques, puisque forcément on avait la cage de visée, on avait la position du miroir, etc. Donc on avait une distance qui était très longue. Donc on avait une volonté de lumière qui en sortie de flux devait être très... aller au fond, quoi, si je puis dire. Donc là, le fait d'être très court, ça nous permet d'être très large, et c'est ce qui va changer complètement la qualité et la fabrication de toutes les optiques. Et là, si on le compare, ben, c'est quelque chose un petit peu de vachement positif, puisque quand on a sorti en fait les Nikon F, on avait donc ce tirage mécanique d'un côté, cette baïonnette de l'autre. Forcément, ça fait un angle, on va raisonner en angle, et on était sur un angle de 54 degrés. Donc ça a obligé d'avoir des optiques en fait qui ramènent énormément le signal. Chez Canon, eux, avec les gammes des EOS qui sont arrivées en 87, ils ont pris le parti d'avoir déjà cet angle plus grand, 64. Et là, ça a été un petit peu l'arrivée de toutes les optiques 1.2. Et c'est vrai que chez Nikon, on disait, ouais, vos optiques, ça ouvre... on a jusqu'à combien, nous? J'ai un trou de mémoire. 1.4. 1.4, ouais, Nikon. 1.4, ouais, tout à fait. Et puis les 1.2, et bien, de par cet angle, en fait, c'était un petit peu compliqué à avoir. Quand chez Alpha, ils ont sorti un petit peu la monture des Next et compagnie, donc là, ils ont eu un angle de champ un petit peu plus grand, qui était à 104 degrés. Donc ça devenait également intéressant. Mais c'est vrai que, par contre, ils ont eu une baïonnette beaucoup plus petite, 46 degrés, qui fait qu'à la base, c'était fait pour des petits capteurs APS-C au format DX. Aujourd'hui, ils font rentrer du grand format, 24-36, mais c'est vrai qu'ils sont au taquet de la baïonnette. Nous, la grosse question, et je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais c'est qu'on se rend compte que sur la baïonnette, on pourrait à la limite mettre un capteur de surface plus large. Je n'ai pas dit que Nikon allait faire des capteurs grand format, qu'on soit d'accord, mais je vous ai parlé d'un concept du futur. Il y a cette grande baïonnette et on est tous en droit de se poser des questions. J'ignore à Tokyo quelles sont leurs réponses, mais dans tous les cas, est-ce ou non on aura des choses? Bon, à voir. Et donc voilà un petit peu l'arrivée des Z qui ont donc cette capacité d'angle de 120 degrés. Alors cette capacité d'angle, ça se fait certes pour la quantité de lumière, mais ça va être très important également sur l'ouverture, puisque c'est pour ça qu'on a annoncé l'arrivée d'un 58 Noct qui devrait donc arriver cette année, qui a donc une ouverture de 0,95 et tout le monde l'attend par rapport à l'écriture. Nous on sait que cette optique en fait normalement sera bonne à pleine ouverture, parce que de par ses caractéristiques de taille, de tirage mécanique, etc., c'est toute la force. Et l'ouverture du théorique du système, je crois qu'on avait calculé, ça doit monter à 1,60. Et puis j'ai vu passer récemment en ligne, il y a des tests qui ont été faits où ça descend quasiment jusqu'à théoriquement un 58. Donc un 58, je pense que ça ne serait pas très très bon sur les bords, mais on attend avec impatience de voir ce que vont donner ces grandes ouvertures. Et c'est là où on reparle d'écriture et de capacité photographique, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des images encore plus belles à exposer. Chaque fois, les professionnels nous demandent par rapport à Nikon, etc. Ben, la plus belle des récompenses pour quelqu'un Nikon, c'est une belle image qui raconte une belle histoire là-dessus.